je me présente un petit peu rapidement. Il se trouve que par un hasard bizarre, je suis libéral, mais aujourd'hui, ça ne joue pas. Aujourd'hui, je vais rester technicien dans mon domaine. Alors, quel est ce domaine? En l'occurrence, c'est le monde arabe. J'ai écrit un livre qui est ici pour ceux qui veulent le regarder. Il faut parler très près du micro. Qui s'appelle Nos voisins musulmans et qui est un livre d'histoire. En gros, une histoire qui se termine par des documents contemporains. Et d'ailleurs, il a été écrit il y a 15 ans, et si on remplace le mot Al-Qaïda par État islamique, on voit qu'il n'y a rien de changé. Et qu'il reste complètement valable. Et la partie historique aussi, bien sûr. Donc ce livre est là, comme le dit le titre, du Maroc à l'Iran, c'est-à-dire un peu au-delà du monde arabe, et 14 siècles de méfiance réciproque. À l'ESCP, j'ai été chargé pendant plus de 10 ans du cours d'histoire du monde arabe. Et donc, je tâchais d'oublier ça, parce que sinon, vous en avez pour 3 heures. Et donc, je commencerai au XIe siècle, et non pas avant Mahomet, comme on doit le faire quand on est sérieux. Et à ce titre-là, je dois être neutre, c'est-à-dire ne pas prendre parti pour ou contre telle ou telle école, tel ou tel épisode. D'abord, par habitude, parce que j'avais des élèves qui étaient partie des Arabes chrétiens, partie des Arabes musulmans, partie des Français, ni l'un ni l'autre, parce que le sujet est délicat en France, et puis, tiens. Non, c'est le technicien. Ça marche, oui. Et puis, parce que si on veut parler sérieusement de quelque chose, il faut être le plus neutre possible. Le plus neutre possible, je suis militant avec une autre casquette dans d'autres circonstances, mais pas là. Et il y a, ça c'est la première raison, et je vous ai mis pour 2 raisons mystérieusement. La deuxième raison, c'est d'avoir des visas. Si on veut être au courant, il faut aller sur place. Pour aller sur place, il faut un visa. Bon, et si on veut un visa, il ne faut pas avoir dit que le chef d'État était comme ci et comme ça. Bon. Voilà, donc 2 raisons. Alors maintenant, vous m'entendez quand même sur... Ah, ça y est. Et la définition géographique, qu'est-ce que c'est que le monde arabe? Alors, on va être très pratique. Le monde arabe, c'est l'ensemble des endroits où les gens parlent arabe. Ce n'est pas forcément des gens qui descendent des Arabes d'Arabie. Ce n'est pas tous les gens de la Ligue arabe qui comprennent les Somaliens, par exemple, qui ne parlent pas arabe. C'est l'ensemble des endroits où on parle plus ou moins arabe, parce que si on rentre dans le détail, ce n'est pas toujours vrai. Bon. Donc, en gros, ça va de la Mauritanie, qui fait partie du Maghreb plus ou moins, Maghreb, Moyen-Orient, Égypte, etc. Mais pas les Turcs, pas les Iraniens, qui n'ont rien d'arabe et qui se jugent extrêmement supérieurs aux Arabes. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Les Turcs et les Iraniens sont une civilisation supérieure, et il ne faut pas les mélanger. Bon. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que Patrick de Cazeneuve m'avait posé une question sur le dialogue euro-arabe. Le dialogue euro-arabe est comme une sorte de traité ou de convention, je ne sais pas exactement, où les Européens, les Occidentaux s'engageaient à promouvoir en Europe la langue arabe, la civilisation arabe, etc. etc. Ce qui paraît naturel à certains, je vous dirai pourquoi, et ce qui par contre heurte les autres en disant mais pourquoi diable on nous demande ça. Et je vais commencer en parlant de la vue élitiste. Il se trouve que les élites, je vais développer ça tout à l'heure, ont en général une très bonne opinion du monde arabe. Mais ces élites sont aussi familiers de la diplomatie de cocktail. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie de cocktail? Et c'est faire plaisir à l'autre. Quel est le problème des Arabes et de bien d'autres peuples? C'est que vis-à-vis de l'Occident, ils se sentent en infériorité, ils ont été battus militairement, ou ils sont pauvres, ou ils sont, d'une manière ou d'une autre, ils se sentent en infériorité. Or, leur religion, ou même simplement, toujours pas religieux, leur esprit national, leur dit qu'ils sont supérieurs aux autres. Comme tout le monde. Vous savez très bien que les Allemands sont supérieurs aux Français, vous savez très bien que les Allemands savent très bien. Et les Japonais savent très bien qu'ils sont supérieurs à l'ensemble de la Terre, les Japonais sont persuadés de ça, ils le prouveront très bien. Donc les Arabes sont comme tout le monde, ils sont persuadés qu'ils sont supérieurs.
Or, l'expérience quotidienne, les guerres, l'économie, c'est un peu gênant. Donc, il y a ce qu'on appelle la diplomatie cocktail, qui est importante, je ne me moque pas, qui est de dire à la fin d'un colloque, ou pendant la pause, allez, on trinque tous, donc les musulmans contre l'alcool, c'est pas la peine de faire semblant, et on va fêter vos grands hommes. Parce que certes, aujourd'hui, vous avez des problèmes, mais machin, genre, on citait quelques-uns tout à l'heure, sont vraiment des phares de l'humanité, et on est reconnaissant, etc. C'est ce que j'appelle la diplomatie cocktail, c'est-à-dire qu'il s'agit de consoler des gens pour des raisons diplomatiques, et évidemment, quand on est sérieux, on choisit des bons exemples, de gens qui ont effectivement été importants. Mais quand on n'est pas tout à fait au courant, quelquefois, la diplomatie cocktail, entendue par quelqu'un qui est hors du cocktail, ça paraît bizarre. Voilà, donc, je vais passer maintenant au détail. Et d'abord, vous voyez, je mets que la relation Europe-monde arabe, elle est fractionnée par des visions qui sont violemment opposées. On va voir lesquelles. Les courants sympathisants. Alors, une chose que l'on ne connaît pas toujours, qu'on n'est pas dans le milieu, c'est que les érudits sont souvent admiratifs, voire fascinés par le monde arabe. Alors pourquoi? Il y a d'abord une raison historique. Les Arabes, ce sont des nomades qui viennent d'Arabie, sans cadre, sans rien, et ils ont battu en 2 batailles décisives l'Empire romain du byzantin et l'Empire perse. Pourquoi je dis en 2 batailles décisives? Parce que ça n'a pas été une conquête, ça a basculé d'un seul coup. Et donc ils sont retrouvés patrons de 2 grands empires, de 2 grands morceaux d'empire, avec tous les cadres. Eux n'en avaient pas. C'est-à-dire que, à côté de l'émir, si on était à Damas, l'architecte, le médecin, le scientifique, le financier étaient des chrétiens de langue araméenne. Et si on était un peu plus loin, côté iranien, tous les cadres, y compris les écrivains, les philosophes, etc., les architectes étaient excellents, n'étaient pas arabes ni musulmans. Et donc, c'est eux qui ont fait la civilisation qu'on appelle arabo-musulmane. Pourquoi? D'abord parce que la langue s'est imposée, c'est la langue des vainqueurs, s'est imposée. Donc les gens, petit à petit, pour des raisons sociales et fiscales surtout, il ne faut pas oublier le joue un rôle important dans toute l'histoire du monde, sont passés à l'arabe et à l'islam. Bon, parce que c'est un moyen de monter dans la société. C'était un moyen nécessaire pour monter dans la société. Et la civilisation arabo-musulmane, elle est donc soit de langue arabe au pays arabe, évidemment, soit de caractère arabe, alphabet arabe, avec beaucoup de notions musulmanes, dans l'ancienne Turquie, ça a changé, et en Iran, qui est toujours l'alphabet arabe, et son contenu est perse et byzantin, c'est-à-dire 2 vieilles civilisations. Donc, alors, je ne juge personne, hein, c'est comme ça, c'est tout. Donc ça a donné une civilisation qui est donc soit de langue arabe, soit en persan de caractère arabe, avec des notions musulmanes sans arrêt, des références musulmanes, mais qui en fait ne vient pas du désert, si bien que, là je vais être bref, j'ai envie de m'étendre parce que c'est un domaine que je connais bien, ce qui fait que finalement l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est forgé pour administrer des populations non musulmanes, qui le devenaient progressivement, puisqu'il n'y a pas eu de conversion forte au début même. Les Arabes n'étaient pas contents qu'on se convertisse à l'islam, c'est évidemment pour monter dans la société, ils n'étaient pas contents du tout, parce que ça faisait des concurrents, il n'y avait plus le monopole des postes. Donc il y a eu des révoltes de musulmans non arabes, et puis tout ça, maintenant c'est loin dans l'histoire, et il en est ressorti quelque chose qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane, et qui en fait, par certains points, est voisine de la nôtre, notamment par ses apports grecs, qui sont très importants, et qu'on a en commun avec eux. Donc quand on est un érudit, on se plonge là-dedans, on se plonge par Aristote traduit en arabe, et effectivement les Arabes ont sauvé, ou du moins les gouvernements de Syrie, qui étaient arabes au sommet et moins en dessous,
ont sauvé les textes d'Aristote qui ont été détruits en Occident, par exemple. Donc il y a tout un courant d'érudits qui sont admiratifs de la civilisation, cette civilisation-là. Et ça joue dans des cercles universitaires, ça joue dans des cercles érudits, ça joue dans des cercles diplomatiques, et ça existe. Alors ça c'est le côté historique. Ensuite, il y a un côté langue. Vous m'entendez quand même? Vous ne savez pas. Bon. Un côté langue. Il se trouve que la langue arabe est vraiment un ciment, un marqueur d'identité, encore plus que la langue française. Alors la langue anglaise, c'est pas vraiment. Et ici, j'ai une citation que je mettrai plus longuement dans mon texte écrit, de Adonis. Adonis est un cas intéressant. D'abord, c'est un poète arabe, il s'appelle Adonis, et il a choisi un nom grec de la Grèce antique, ce qui montre bien la continuité. C'est un francophone et même un francophile très fort, parce que pour lui, la civilisation est entrée en Syrie après les péripéties dont vous parlez tout à l'heure, grâce à l'école française. Et donc, il a vraiment un point d'observation sur les deux cultures, et il insiste, auprès des Français, sur ce qu'est la langue arabe pour un arabe. Et c'est une langue poétique, d'abord, puisque la tradition vraiment arabe, cette fois, c'est-à-dire ni persane, ni grecque, ben, c'est les concours de poésie, la nuit dans le désert, quand il ne fait pas trop chaud. Et qu'est-ce qu'on fait comme poème? Ben, les vins et les femmes, comme toujours, dans tous les pays. Bon. Et arrive Mahomet, Aristote, mais ça a continué. Le Coran lui-même est une sorte de poème. Vous avez entendu ou remarqué des Arabes, des musulmans même, puisque le Coran est en arabe pour tous les musulmans, même qui ne sont pas arabes, scander et s'en livrer un peu du texte. Donc pour eux, et donc également pour les Européens, notamment les Français, puisque les grands islamologues sont français, souvent, selon les maçons, la langue arabe est quelque chose d'attractif, de poétique, de vivant, et qui les marque. Et donc là, vous avez une partie de la citation d'Adonis, qui est intéressante, non seulement c'est un observateur, mais aussi parce que ça montre pourquoi c'est plus connu et apprécié des littéraires et des scientifiques. Puisque vous voyez des jaillissements, des explosions, et non pas de la logique, et non pas de la relation causale. La réalité, ce n'est pas le monde, mais le langage. C'est un don de Dieu qui a un pouvoir magique. Bon, ceux qui connaissent le Maghreb et qui ont entendu deux arabophones discuter entre eux croient qu'ils se disputent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi j'ai souvent remarqué, quand vous avez le moyen, et bon, c'est pas vraiment de l'arabe, hein. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, ce que parlent les Maghrébins, c'est pas de l'arabe, ça s'appelle la darija, c'est-à-dire en arabe ou dans leur langue, ce que je parle, et non pas arabe. Et si vous allez au Koweït, et ailleurs, comme j'ai eu à le faire pour nos casquettes, parce qu'il y a des chefs d'entreprise, dans des circonstances invraisemblables sur le plan économique et financier, et vous tombez sur une langue qui est normale, puisque le Koweït ou l'Arabie, c'est la langue initiale, et qui est coulante, poétique. Vous n'entendez pas la même chose quand vous êtes au Maghreb et quand vous êtes proche de la... Et donc, là aussi, c'est une affaire littéraire. Les littéraires sont spécialisés en poésie arabe, sont subjugués. Et troisième raison d'admiration, c'est la branche mystique de l'islam. Et vous avez entendu parler des soufis. Là, je vous cite un exemple extrême, mais quand même très important. Ben Arabi, autour de 1200, qui fait des textes mystiques où il célèbre Jésus, ou célèbre l'amour au sens chrétien, c'est-à-dire l'amour de son prochain, et le dénuement au sens chrétien aussi. Pour lui, c'est pas le sens chrétien, pour lui, c'est le sens normal. Donc, et vous savez que les soufis sont hors hiérarchie, c'est-à-dire que la relation avec Dieu sont personnelles, ne passent pas par la mosquée, les imams, etc. Et donc, une partie des élites européennes, en arabe, se sentent emparentés, surtout s'ils sont des chrétiens un peu mystiques, se sentent emparentés avec ce courant. Voilà. Donc ça, ce sont les raisons intellectuelles qui expliquent qu'une partie des élites, alors on voit ce que ça devient aujourd'hui, mais depuis quelques siècles, a ce côté, disons, d'admiration, pour parler carrément.
Alors, à ça s'ajoutent des confédérations politiques et commerciales. Vous savez que le roi de France, souvent en infériorité par rapport à ses grands voisins de l'Est, utilisait les musulmans pour les attaquer par derrière. Que à Nice, bon, c'était pas des Arabes, c'était des Turcs. Les Turcs, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était quelques chefs avec des gens de toute nationalité derrière. Donc une alliance franco-turque a attaqué Nice. Enfin bon, bref, il y a eu des relations politiques très tôt. Les Juifs de France, ça s'appelait l'Alliance de Revers. Et puis, il y a eu le commerce. Et là, pour une fois, ce n'est pas les Anglais qui étaient plus loin, qui étaient les meilleurs, c'était les Vénitiens et les Français, et un peu les Génois. Et donc, des échelles du Levant, échelles de nouveaux français pour des escales. Très vite, et ça a commencé avec Jacques Coeur, et peut-être même avant, très vite, il y a eu des courants franco-arabes sur les petits ports du sud et de l'est de la Méditerranée. Et donc, des échanges commerciaux très sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commerçant? C'est quelqu'un qui est forcément en sympathie avec son client, et réciproquement. Chacun est client de l'autre, dans les deux sens, c'est forcément quelqu'un qui trouve que l'autre est formidable, forcément. Bon. Donc, il y a d'autres résultats pratiques. François Ier a lancé l'étude de l'arabe en France, François Ier. Et à peu près à la même époque, le Vatican a lancé l'étude de l'arabe avec Léon l'Africain. Est-ce que le nom de Léon l'Africain, qui a donné lieu à un roman célèbre, vous dit quelque chose? Bon, alors, il a un nom arabe qui est un rallonge que je ne connais pas par cœur, un Ibn Dolo, que je ne connais pas par cœur, et il a un nom chrétien, qui a été les deux, et son nom chrétien, c'est Léon de Médicis. Parce qu'il était fils adoptif de Médicis. Donc il a été des deux côtés, en fait. Et il a été choisi par le pape, et le pape était élu, il y a eu deux papes Médicis à l'époque. Il a été choisi par les papes Médicis pour implanter l'enseignement de l'arabe à Rome. Parce qu'on disait que les musulmans et les arabes sont nos voisins, ennemis ou pas ennemis, ennemis en général bien sûr, mais la première chose à savoir, c'est comprendre ce qu'ils disent, comprendre ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils pensent. Donc c'est une question ancienne. Et je vous donne un exemple contemporain, vous voyez ici, donc un diplomate français, traducteur d'El-Aswani, qui est un grand écrivain égyptien d'aujourd'hui, conseiller de Jacques Lang à Lima, on parlera de Lima plus tard, Institut du monde arabe, commence son livre en disant « Le monde arabe, pour moi, était un horizon lumineux, désirable, etc. » Donc, tout ça, c'est pour vous dire que contrairement à ce que pensent d'autres milieux, je ne sais pas, les pieds noirs, les industriels, des gens différents de cette élite littéraire ou diplomatique, on ne s'en pas très bien avec ce programme. Alors, je vous ai illustré, attention, hop, voilà, illustration d'un livre de poésie arabe, dans le contexte que je vous ai dit, un livre de philosophie arabe par quelque chose qui peut ressembler, d'ailleurs, il faut rappeler des tournures à des chrétiens, puisque ce sont des philosophes religieux, isolés, dans une île, un peu comme des ermites. Et sur le plan matériel, des œuvres d'art. Vous voyez très bien l'influence persane pour ceux qui connaissent. On voit très bien l'influence d'Asie centrale. Donc ça, c'est simplement une illustration. Alors, je vais essayer de faire une prière pour que ça tourne. Ça c'est vu, dans l'autre sens. Les autres courants. Les autres courants de Rabat Moncarabe sont peut-être plus familiers de la masse des Français. C'est d'abord des pays chrétiens devenus musulmans. Alors ça, c'est vexant. L'Afrique du Nord, la Syrie, une partie du Liban, tout l'Empire byzantin de Turquie et une partie des pays des Balkans, une partie minoritaire, mais quand même les Bosniaques, les Albanais, etc., sont devenus musulmans, et pour nous, chrétiens, c'est un manque, c'est quelque chose qui nous appuie. Bon, ça c'est plutôt à l'Est. À l'Ouest, France, Espagne, Italie, ce sont des barbaresques. Vous connaissez tous les barbaresques? Bon, donc je ne décris pas ce qu'ils faisaient, mais enfin c'était un souvenir désagréable. Ensuite, il y a la guerre d'Algérie,
avec non seulement les pieds noirs, mais une partie de la population musulmane qui s'est fait éliminer à cette occasion, et aujourd'hui il y a le terrorisme. Donc il y a un courant d'hostilité qui a un univers de perception du courant élitiste dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi le lait colonial. Il faut se souvenir que la France, c'est-à-dire des militaires, des administratifs, toute une masse de fonctionnaires coloniaux, avait à gérer des dizaines et des dizaines de millions d'Arabes. Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie, Liban. Et assez profondément, notre façon, Égypte. Bien que c'était en principe colonie anglaise, les Français étaient extrêmement présents. Donc, ça a créé des écoles nous avons les Arabes sous nos ordres, ils sont loyaux, c'est-à-dire, un Arabe pense que le chef, un musulman, je ne dis pas ces Arabes, le chef est là parce que Dieu l'a choisi. Donc on lui doit l'obéissance. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour faire autre chose, à ce moment-là on peut changer d'allégeance. Mais l'allégeance, elle va d'autorité, normalement. Mahomet n'est pas fou, Mahomet était à la fois un prêcheur, un prophète et un chef d'État, donc il n'a pas manqué d'expliquer que le premier devoir du citoyen, c'est d'obéir au chef parce que Dieu l'a voulu. Donc les Français ont été des chefs parce que Dieu l'avait voulu, et donc ils ont administré et envoyé dans l'armée française des centaines de milliers de personnes. Donc c'est une autre tradition qui s'est traduite sur le plan plus civil, ça se plutôt militaire, par Napoléon III, qui a eu la lucidité de voir que l'Algérie pouvait passer à son arabe, a lancé des bureaux arabes, à la grande hostilité des futurs pieds noirs, qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, mais qui étaient quand même là, et qui pensaient que c'était eux les chefs, et s'ajoute à ça les amoureux du désert. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans ma génération, il y avait énormément de Laurence d'Arabie français. C'est-à-dire des officiers qui avaient passé leur carrière dans le désert, des officiers, ou des ermites, ou des prêtres, ou même des fonctionnaires, et qui devenaient amoureux du désert et de ses hommes. Donc, c'est ce que j'appelle le lait colonial. Et là, j'oublie les SAS. Les SAS, c'est ceux qui avaient le même rôle dans la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on les envoyait dans le bled, à un endroit où il n'y avait pas de pieds noirs, en disant, bah, écoutez, débrouillez-vous pour que la population ne pas FLN, faites une école, faites une addiction d'eau, débrouillez-vous, prenez 3 harkis pour vous protéger, 3 ou 10, jamais beaucoup, et puis débrouillez-vous. Et certains, je connais maintenant pas mal, certains se sont bien débrouillés. Les autres, dans le cas, ils se sont fait tuer. On connaît que ceux qui sont bien débrouillés pour être amis avec la population, et dans 2 cas que je connais, ils reviennent aujourd'hui, retrouver leurs vieux administrés. Donc, c'est tout, j'appelle ça le lait colonial, encore une autre approche du monde arabe par les Français. Et enfin, les chrétiens arabes, car, comme je vous l'ai dit, la colonisation arabe n'a pas été une colonisation au Moyen-Orient, ça a été une conquête, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a eu peu d'Arabes et beaucoup de gens locaux qui sont restés chrétiens très très longtemps, et au XIXe siècle, et même jusqu'en 1950, 60, 70, des fortes parties de la population du Moyen-Orient étaient chrétiennes. Bon, c'est en train de disparaître à toute vitesse en ce moment. Mais c'était vrai il n'y a pas si longtemps. Et notamment, le Liban voulait être une nation chrétienne. Bon, ils ont été un peu ambitieux, ils ont fait des frontières qui ont globé beaucoup de musulmans, et aujourd'hui ils sont minoritaires. Mais c'était fait pour ça. Et il y a eu, ces chrétiens arabes ont été scolarisés en français depuis 2 siècles, c'est-à-dire bien avant le mandat. Le mandat français sur la cité du Liban, c'est pas ça qui a introduit le français. C'est parce qu'ils étaient déjà partiellement francophones, par des écoles religieuses notamment, qu'on a donné à la France ce coin-là. Donc c'est l'inverse de la colonisation, si on peut dire. Bon, ça a prompté les nationalistes arabes, notamment syriens, de se battre contre les Français, évidemment, c'est le côté national. Mais le côté culturel existait avant la colonisation. Et donc, ça fait des accords qui existent encore aujourd'hui, là où les chrétiens arabes sont encore nombreux. Il y a quelques endroits de Syrie, beaucoup d'endroits du Liban, beaucoup d'endroits d'Égypte, et quelques endroits de Jordanie, mais pas énormes, et des relations continuent aujourd'hui par toutes sortes d'associations, sans parler
parler des chrétiens arabes qui se sont réfugiés en France et qui ont leurs églises, leurs groupes, etc. Donc, on a un courant, on a des courants très très différents de vision du monde arabe par les Français. Vous voyez, je vous en ai décrit quelques-uns, on pourrait peut-être en trouver d'autres. Alors, je vais prendre quelques exemples pour que ce soit plus vivant, et je vais aller dans mon domaine, bien sûr, ce qu'est la langue, et les langues, et les rapports entre les langues. Si je prends le mot charia, si vous êtes de tel ou tel courant, ça veut dire on va couper la main des voleurs, on va habiller la femme adultère, etc. C'est moi-même qui l'ai dit. En fait, c'est pas dans le Coran, dans le Coran, il n'y a pratiquement pas de mot charia. Charia, en arabe, ça veut dire le chemin. Et évidemment, les gens qui sont proches des soufis disent c'est comme le bon chemin chrétien. Qu'est-ce que c'est que le bon chemin? C'est respecter la religion. Donc, si on a ce niveau de généralité, c'est pareil. Si on rentre dans le détail, c'est différent. Et si vous dites, alors là, il y a une ambiguïté fondamentale, parce que si vous dites à un musulman, est-ce que vous n'êtes pas charia? Bien sûr. Le charia, c'est notre droit, donc on est pour, forcément. Ah, vous coupez les mains des voleurs? Surtout pas. Au Maroc, vous n'avez jamais coupé les mains des voleurs. Vous l'appelez des femmes adultères? Pas du tout, vous nous prenez pour des sauvages. Donc il y a une ambiguïté. Le mot charia veut dire chemin. Et à partir de là, le bon chemin peut passer par telle ou telle direction. Djihad. Le mot djihad, vous voulez dire au départ, et vous voulez encore dire, concurremment avec le terme le sens d'aujourd'hui, effort. C'est-à-dire c'est un effort sur soi-même pour être meilleur. Que bien se battre, c'est le mot qui a pris ce sens, mais dans les textes un peu plus anciens, et quand j'étais jeune, c'était encore en usage, c'était l'effort intérieur pour être meilleur. Ce qui rappelait des racines grecques, etc., que vous connaissez comme moi. Donc, le vocabulaire d'aujourd'hui, d'une part, reflète un peu les ambiguïtés précédentes, mais il évolue vite. Parce que le terme traditionnel de charia comme chemin et de djihad comme effort personnel intellectuel, il se perd de plus en plus. Du moins, il n'est pas en usage populaire. Ça permet à des évolués de jouer sur les mots. Un homme politique arabe d'utiliser les deux sens sur son interlocuteur. Mais c'est des sens qui sont connus des érudits et moins connus de la grande masse. Et ensuite, je vous dis, une passion mal partagée. C'est toujours dans le domaine de la langue. Et j'étais une fois dans un colloque sur les langues, comme d'habitude, dans le monde arabe, comme d'habitude, au fin fond du Canada. Et bagarre entre évidemment kabyles et non-kabyles, comme d'habitude aussi. Et on te passe la parole à un Tunisien qui était resté à lui, qui n'avait pas pu venir. Donc, vidéoconférence. Et il n'avait pas vraiment suivi le début, donc il a débarqué là-dedans sans lien avec le début, en disant, mais écoutez, vous parlez de la langue, moi je vais vous dire le Coran, je vais vous traduire le Coran. C'est tellement beau que peut-être vous serez musulman, en tout cas vous serez séduit, vous comprendrez. Il s'est mis à psalmodier le Coran, il s'est tombé complètement à plat, parce que les braves Canadiens et moi, on n'a pas été séduits, on n'a pas été touchés au profond de connaître, comme lui l'a été, probablement parce que depuis qu'il est tout petit à l'école, on lui avait répété. Il fait scander, qu'il entendait tout le temps. Et ça, j'ai gardé ça en mémoire comme un exemple de malentendu absolument total. Ça, je m'ai mal partagé. Et le malheureux s'est donné du mal, croyait à ce qu'il disait, pensait qu'on allait le suivre, puis ça ne nous a fait aucun effet. Et Al-Biruni est un arabe dont je ne me souviens pas tout à fait de la citation, mais c'est en gros, la langue arabe coule dans nos veines, et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait exister. Autrement dit, toujours l'importance de la langue, et pour illustrer ça, je vous ai mis une manifestation de l'Institut du monde arabe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le fait de la langue, et voilà comment c'est symbolisé. Donc on est dans la continuité à la fois de ce qu'intéresse les Arabes et de ce qu'intéresse une partie de l'élite littéraire française. Alors l'Institut du monde arabe, je me profite pour vous dire un mot, c'est une idée, je qui était le fondateur, c'est quelqu'un d'assez connu, qui a dit les affinités entre la France et le monde arabe, il faut faire un institut qui sera franco-arabe, et dans lequel, c'est là qu'a été l'erreur initiale, tout le monde sera à égalité. C'est-à-dire que le capital ou le nombre d'administrateurs, enfin le pouvoir, sera réparti exactement entre tous les pays arabes et la France. Voyant quoi,
Mais il n'y a pas d'accord, puisque le pays arabe se battent entre eux comme depuis toujours. Hein. Vous avez toujours eu des tribus arabes avec les croisés, se battant contre d'autres tribus arabes contre les croisés. Il y a eu, pendant la conquête algérienne, la même chose. Bon. Et donc, ça ne marche pas. Donc, le pouvoir réel est au français qui est là, et qui est actuellement Jacques Lang, après d'autres personnes assez connues. Et ben voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Et je dois dire que c'est un essai de recherche, donc tout dépend du chercheur. Et j'ai passé une thèse sur la démographie arabe, donc c'est pas tout à fait lié, et l'influence du français sur le comportement démographique des Maghrébins. Et bien c'est à la bibliothèque de Lima que j'ai trouvé des sources. C'est un institut de recherche qui est fait pour ça. Alors, je vais essayer de maîtriser cet engin. Voilà. Alors, je reprends ma casquette principale, ma casquette langue étant secondaire en tant qu'ailier avec le côté démographique, c'est de dire attention, tous ces braves gens, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des historiens, que ce soit des littéraires, oublient la révolution démographique, qui a tout changé comme on va le voir. Quand Bonaparte arrive en Égypte, comme c'est un monsieur sérieux, de l'Académie des sciences d'ailleurs je crois, il dit on va faire un recensement. Bon, il a eu du mal parce que tout à fait il était ce qu'il était, mais il a trouvé 2,5 millions de personnes. Aujourd'hui, les Égyptiens approchent des 100 millions. Malgré une baisse de la fécondité, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Quand les Français sont arrivés en Algérie, même chose, nous sommes des gens consciencieux et administratifs, on va faire un recensement. On peut faire du recensement, mais on a fait une évaluation à 2,5 millions. D'autres gens disent 3,5 millions. Vous verrez que ce n'est pas innocent, la différence entre les deux. Aujourd'hui, ils sont 43 ou 44 millions. Bon, donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même genre de rapport. Quand la France avait 25 ou 30 millions d'habitants et qu'on tombait sur des tribus arabes en Algérie de 100 000, 200 000 personnes, complètement désunies, divisées, les unes avec les Français et pas les autres, c'est une chose. Aujourd'hui, on a un État qui fait 44 millions de personnes. C'est pas pareil. Nous, on est monté à 65 entre-temps, mais enfin, le rapport n'est plus le même. Bon. Alors, le ralentissement, une nouvelle tendance. Là, il faut être un petit peu technicien parce qu'on mélange deux choses. Premièrement, la population augmente vite. Deuxièmement, la fécondité décroît vite. Enfin, du moins, a décru vite. C'est fini maintenant entre 2 et 3 enfants. Stabilisé entre 2 et 3. Comment, ça paraît contradictoire, mais ça n'est pas. Ça n'est pas parce que il y a deux choses qui jouent dans l'augmentation dans la population d'un pays. Dans le nombre d'enfants par femme, mais surtout le nombre de parents. Alors, le nombre de parents correspond à la fécondité passée qui était forte, donc même s'il y a moins d'enfants par femme, il y a beaucoup plus de parents. Et donc il faut un certain temps pour que la courbe se calme. D'ailleurs, avec 44 millions d'Algériens, on est loin des prévisions de Gaulle, donc une des raisons de quitter l'Algérie était de dire ils seront bientôt 70 millions, et nous on en est 40 ou 45. C'était une de ces raisons qui n'a pas été, il a fait allusion quelquefois à la Perfit en parle, quelqu'un d'autre en parle aussi. Mon village s'appellera Colombie-les-Oloskiers, vous avez entendu ça probablement. Mais ce n'était pas un argument politique d'ailleurs, parce que les Français ne s'intéressent pas à la démographie, je ne sais pas pourquoi. Je suis démographe, je ne sais pas pourquoi. C'est la science la plus simple du monde. Alfred Sauvy disait la démographie, c'est le fait de dire qu'un enfant de 9 ans aura 10 ans dans un an. Donc c'est pas compliqué. Bon, nous y en passe un peu. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a pas trop d'enfants par femme, autour de 2 en Tunisie, ça vient de remonter à 3 en Algérie, enfin c'est tous les 8 précédents. Puisque dans presque tous les pays du monde, l'état normal de la fécondité avant les Jeux européens, c'est 8 enfants. Bon. Avec des femmes qui meurent souvent au judiciaire, et avec une partie des enfants qui meurent aussi au cours de route. Bon. Et aujourd'hui, on en est très loin. Mais, à mon avis, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui a transformé le monde arabe, c'est ce que j'aurais dit le passage du cosmopolitisme à l'entassement urbain, quand les Français et les autres ont découvert le monde arabe, on traite avec eux, disons jusqu'à 1950-70. Qui voyaient-ils? Ils voyaient des villes assez petites, avec une bourgeoisie importante,
Une partie de cette bourgeoisie était grecque, libanaise, chrétienne. Elle était souvent francophone. Et c'est des gens qui tenaient, en gros, le pouvoir, même si ce n'était pas officiel. C'était des gens importants, économiquement et politiquement. Et ils étaient majoritaires, ou du moins une partie importante de la population urbaine qui était petite. Bon. Maintenant, en Égypte, avec 100 millions d'habitants, qu'est-ce qu'il y a au Caire? Cette bourgeoisie, elle existe toujours. Je suis allé la voir, ils sont francophones, ils sont contents d'avoir des Français, ils sont dans certains quartiers, mais on ne connaît pas le nombre d'habitants du Caire. Est-ce que c'est 15 millions, 20 millions, c'est peu, on ne sait pas. La grande masse de la population du Caire, comme d'Alger, comme d'ailleurs, sont des gens venant de la campagne, qui se sont multipliés très fort à la campagne, puisque la baisse de la fécondité est beaucoup plus lente à la campagne qu'en ville, et qui ne connaissent pas le monde extérieur, en gros, et qui sont un peu à la merci du meilleur téléévangéliste, qu'il soit wahhabite ou pas wahhabite. Et c'est donc un changement important de qualité de population. La minorité bourgeoise éduquée, une partie a émigré, tout simplement parce qu'elle ne supportait pas ça. Elle est en France et en Amérique. Et une autre partie est sur place, mais plus discrète. Il faut vraiment chercher, comme je fais, parce que c'est mon boulot, d'aller dans un quartier un peu chic du Caire, de compter les journaux en anglais et en français et les journaux en arabe, et de voir qu'effectivement il y a des choses qui existent. Est-ce que quelqu'un a vu le film ou le roman L'immeuble Manoukian? C'est un grand roman égyptien. Alors, oui. Alors, vous savez, donc, c'est un vieil immeuble haussmannien, probablement, comme beaucoup d'immeubles du Caire, parce que c'était comme Paris, hein. Le monde entier était haussmannien à l'époque d'Haussmann. Et l'immeuble est divisé, et en haut, il y a le vieux monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit, le vieux monsieur, maintenant, qui avait lu le. Il dit l'écho du Caire en français. Et en décalage complet avec les autres venant de l'extérieur qui sont entassés dans le bâtiment. Voilà, donc à mon avis, c'est encore plus important que l'explosion démographique, qui est déjà un phénomène très très important, et qui déjà en lui-même devrait changer largement les relations. Et c'est le fait qu'on est passé d'un monde arabe bourgeois, du moins vu de France ou vu d'Angleterre, à un monde arabe de banlieue, et de banlieue pauvre, et de banlieue mal scolarisée, et ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Voilà. Et même, c'est un monde différent de l'érudit, je ne sais pas le dire, du colonial, et aussi des Pieds Noirs. À l'époque des Pieds Noirs, Oran était presque complètement européenne, Alger était à moitié, et la masse des musulmans était à la campagne, sans contact avec les Pieds Noirs. Donc, toutes ces visions du monde, elles demeurent dans la tête des gens, mais elles ne correspondent plus forcément aux réalités d'aujourd'hui. Et voilà, et donc j'arrive au point suivant. Des situations dépassées. Bon, je vais aller un petit peu plus vite pour ne pas vous emmener jusqu'à minuit. Bon, mais comme c'est un sujet que bien, il faudra revenir par le fond du pantalon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une première révolution islamiste vers le XIe siècle. C'est-à-dire que ce qui faisait la gloire du monde arabe et sa réputation, notamment les traductions en arabe des penseurs grecs et leur perfectionnement par des arabes et par des hindous, a été brûlé. Il y a une réaction islamiste, tous ces livres-là, c'est pas vrai islam, vous pouvez les brûler. On a tué ou écarté des gens connus comme Averroès, qui disaient, mais la raison et la religion ne sont pas forcément contradictoires. Averroès a été pris immédiatement par l'Occident, pardon, carrément, hein, par opposition au pape, puisqu'on était au Moyen-Âge avec une église catholique forte et pesante. Donc vite on a pris Averroès. Averroès, avant mon arabe, il a disparu. Il a été nommé, il a été limogé au sens étymologique, ça a renvoyé à une petite ville de province, et puis tais-toi. Bien heureux qu'il n'ait pas été tué. Beaucoup de gens étaient tués à l'époque, vous connaissez la secte des assassins, qui est la déformation du mot hashish, c'est-à-dire des gens qui se droguaient pour tuer des chefs d'État pas sérieux. Voilà. Et donc, il y a eu effectivement un âge d'or. Il est un peu mythifié, notamment par la diplomatie de cocktail, c'est-à-dire qu'on en remet encore peut-être un peu plus que ce qu'il mérite, mais il est derrière et il a disparu. Et donc la révolution du XIe siècle, j'ai dit Bila Kaïf, qu'est-ce que ça veut dire Bila Kaïf en arabe? Ça veut dire il n'y a pas de causalité. Et toute innovation est une hérésie, et toute hérésie mène à l'enfer. Bon, traduit en termes populaires,
je ne bois pas et j'ai soif, mais je n'ai pas soif parce que je n'ai pas bu, je n'ai pas bu parce que Dieu l'a voulu, et j'ai soif parce que Dieu veut que j'ai soif. Bon. Et c'est la réaction islamiste de cette époque, c'est comme ça. Il se trouve aussi que, est-ce lié ou pas lié, je ne sais pas, donc, la civilisation arabe était marchande, et elle a cessé d'être marchande à cette époque, et est devenue féodale. Et du coup, cause ou conséquence, cause d'après les Arabes, et à mon avis, conséquence pour moi, qui sont extérieures, les Arabes se sont fait battre de coups. Et donc, le pouvoir arabe a disparu au profit des Mongols, au profit des Turcs. Et, dans un premier temps, les Occidentaux contournent les Arabes en passant par le Cap pour aller en Inde, passent par l'Amérique croyant arriver au Japon, et plus besoin de passer par les pays arabes, plus besoin d'avoir leur commerce, plus besoin d'avoir leurs produits, plus de contact non plus, et dans un temps ultérieur, la colonisation. Donc, cette première révolution islamiste, à mon avis, a ruiné le monde arabe auquel font allusion encore des chercheurs, des érudits, etc. Deuxième révolution islamiste, c'est aujourd'hui. Napoléon Ier arrive en Égypte, et puis bien d'autres après, et les Arabes s'aperçoivent qu'ils sont en infériorité. Ce qui est humiliant, impensable, pas normal, donc il faut changer quelque chose. Et ils ont lancé ce qu'on appelle la Renaissance, là, au XIXe siècle, qui se continue aujourd'hui. Mais cette Renaissance a très vite été divisée en deux courants. Le premier, qui est le courant, j'allais dire japonais par analogie, c'est-à-dire que les Occidentaux sont plus forts que nous, il n'y a qu'à faire comme eux. Constitution, école, il n'y a qu'à faire comme eux. Donc le Japon, c'est ce qu'a fait le Japon, qui était moyenâgeux aussi à l'époque. Et c'est ce qu'on fait en Égypte, même Italie, mais ça a été annulé par ses successeurs, Mustafa Kemal en Turquie, et dans une certaine mesure, mais pas du tout, pour Guiba en Tunisie. Ça, c'est l'aile de la Renaissance arabe, propose quatre couches des Occidentaux. L'autre aile, disent, l'autre réaction de la Renaissance, pour renaître, il faut revenir aux sources. Quelles sont les sources? À l'époque des premiers califes, nous étions très supérieurs aux autres, nous avons vécu, etc. Pour venir à cette époque. Tous les courants, qui sous les formes diverses, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, sont l'islamisme, le salafisme au sens propre, ça veut dire revenir à l'époque des frères, des premiers. Et le wahhabisme, le ritualisme, c'est-à-dire ce qui compte, c'est les rites et pas l'état d'esprit, c'est exactement l'opposé des soufis. Ce qui compte, c'est parce que la tête, c'est des gestes. Les assassinats d'écrivains, dont les grands écrivains égyptiens d'aujourd'hui. Quant aux grands écrivains maghrébins, ils étaient en France, en plus dans ça. Alors maintenant, il y a d'autres évolutions qui périment encore davantage les impressions anciennes. D'abord, l'isolement intellectuel. Ma source, c'est le PNUD, je vais être très vite et très rapide. Le PNUD, qui est une organisation unie qui étudie le monde arabe et dont les cadres sont surtout des Arabes qui ont fui leur pays pour parler carrément, et qui regardent leur pays extérieur, disent l'isolement intellectuel est terrible, il y a très peu de traduction de langue étrangère vers l'arabe, et il y a très peu de traduction de l'arabe vers les langues étrangères, très peu d'échanges intellectuels. Deuxièmement, à part quelques maisons d'édition, notamment libanaises, chrétiennes souvent, et il y a surtout des livres religieux. Et ces livres religieux sont très répétitifs. Donc il y a un isolement intellectuel. Deuxièmement, système cruel calamiteux, alors ça c'est une évolution que j'ai vécue. Les Arabes étaient analphabètes dans leur grande majorité. Et ils ont lancé des programmes d'alphabétisation massifs. Donc on s'est dit, ça va changer. À un moment, je me suis même dit, peut-être qu'ils vont devenir protestants au sens, maintenant qu'on comprend le Coran, on ne comprend pas. Quand maintenant on comprend le Coran, on va se mettre à discuter comme Luther et compagnie ont discuté de la Bible. Et ça va être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être intéressant. Et en fait, les systèmes scolaires ont été de très mauvaise qualité. On apprend en récitant par cœur, c'est-à-dire que quand vous passez votre examen, le professeur vous dit, récitez-moi la page 25 et 26 de mon cours, point.
Et alors, les maghrébins ne sont pas très confortables avec ça, ils ont l'habitude de l'école française. Et donc, dans l'élite maghrébine et égyptienne, il y a beaucoup d'écoles privées, francophones ou anglophones, où l'enseignement n'est pas tout à fait l'enseignement officiel. Mais il y a une catastrophe scolaire et qui se traduit, je vais plus vite maintenant, parce que j'arrive dans le monde contemporain, donc vous connaissez tout ça mieux que moi, et qui se traduit par une dégradation de l'IDH. L'IDH, c'est un indicateur qui synthétise le niveau de vie, scolarisation et santé, qui a augmenté avec la scolarisation et qui se dégrade du fait de cette relation. Vous avez la source ici, c'est le rapport de PNUD de 2007. Et maintenant, il y a les médias de masse, qui sont un phénomène nouveau. Dans un premier temps, c'était des télévisions françaises, par exemple en francophone, donc ça allait plus dans le bon sens. Et très vite, il y a eu des télévisions du Moyen-Orient avec des moyens financiers importants en arabe. La plus connue était Al Jazeera, qui est un peu discrédité aujourd'hui, mais qui a été célèbre très longtemps, qui a bien répandu la langue arabe, donc une langue arabe de bonne qualité, et non pas des dialectes locaux, des textes indépendants des partis politiques locaux, donc écoutés avec curiosité, et puis ils se sont révélés à la longue être inférieurs aux frères musulmans, et ils ont perdu une partie de leur crédibilité. Mais pendant quand même 10 ou 15 ans, ils ont façonné l'opinion générale arabe, y compris sur le plan linguistique. Et puis aujourd'hui, il y a des télévisions un peu dans tous les sens, puisqu'on peut capter presque tout n'importe où, mais c'est quand même des télévisions des mieux financées, c'est-à-dire celles de l'Arabie, qui ont le plus de voix. Et ça met très mal à l'aise les élites, aussi bien égyptiennes que maghrébines ou autres, qui luttent contre les frères musulmans. Donc c'est un... Il y a une coupure entre le peuple qui regarde la télévision et les élites, même si elles ne sont pas très occidentalisées. Coupure totale avec l'élite occidentalisée et coupure partielle avec l'élite nationaliste, comme les militaires par exemple. Voilà, donc le résultat quotidien, c'est la piété, un retour de la piété qui avait s'était atténué, le retour des superstitions qui va faire la ritualisation. Si je fais tel et tel geste, etc., ça aura telle et telle conséquence, plus de chances, j'aurai tant de points pour aller au paradis ou en enfer. Et inversement, les sociologues disent qu'il y a une sécularisation, c'est-à-dire qu'une partie des vies quotidiennes est moins religieuse qu'avant. Ça paraît contradictoire, mais je vais vous donner un exemple de mon domaine. Il y a 40 ans, quand vous demandiez à une femme musulmane combien vous aurez d'enfants, elle aurait autant que Dieu m'en enverra. Pas d'autre réponse possible. Quand vous posez la même question aujourd'hui, elle vous répond, j'en aurai 2, j'en aurai 3. C'est-à-dire c'est moi qui décide. C'est un symptôme de sécularisation. Ce n'est pas un symptôme de perte de foi, puisque par ailleurs ils sont très croyants. Mais c'est un symptôme que dans la vie quotidienne, et pour des choses importantes, on a des réflexes qui sont occidentalistes parce qu'il y a la pression générale des connaissances. Alors, la révolution démographique, on en a parlé, les évolutions de couleur, on en a parlé. Attendez. Les médias de masse, on en a parlé. Et maintenant, on arrive au côté économique qui n'est pas très très bien connu. Alors, ce qui est connu, c'est évidemment qu'il n'y a pas d'ordre public. Alors, cas extrême de la Syrie et du Yémen, mais un peu partout, il n'y a pas d'ordre public. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre de s'installer, ou qu'il n'y a pas de sécurité, de faire payer les clients, ou des choses élémentaires. Je parle de son économie, là. Il y a des fonctions élémentaires qui ne peuvent plus se faire. Avec quand même des exceptions relatives qui sont la Tunisie, le Maroc, le Liban. Et donc par contre, aux autres défauts dont je vais vous parler. Et ailleurs, tout simplement, il manque quelque chose pour que l'économie fonctionne, qui est l'ordre public, au sens juridique, au sens très concret du terme. Alors maintenant, une autre caractéristique que les libéraux appellent le capitalisme comment on appelle ça, de connivence, et que j'appelle le copinage, parce que c'est un mot plus courant, et il y a des copinages mafieux ou claniques un peu partout. C'est-à-dire, comme quelqu'un vous a question tout à l'heure, pourquoi les diplômés arabes ne rentrent pas chez eux? Ils rentrent chez eux si leur père, si leurs parents ont des relations, font partie du bon clan, et sinon ils ne rentrent pas chez eux parce qu'ils ne pourraient rien faire.
ils étaient tout frais. Et économiquement, professionnellement, et au point de vue des libertés. Et beaucoup de gens reviennent et repartent 2 ans après, parce qu'ils ne réussissent pas. Ils repartent vers la France, vers les États-Unis, vers le Canada, où ils peuvent. Donc, il y a un blocage de l'économie par copinage mafieux. Ça n'existe pas seulement dans les pays arabes, comme vous le savez. Et deuxième caractéristique, plus proche des musulmans, et des musulmans arabes, pas tellement des autres musulmans, c'est que la force de travail est divisée par 2, puisque les femmes ne travaillent pas. Bon, c'est plus ou moins vrai. Par exemple, en Algérie, ça stagne à 19% depuis un moment. Il y a certes des femmes officiers de police, il y a des postes importants dans la justice, mais ça ne fait jamais que 19-20% de la force de travail. C'est vrai aussi en Occident, puisqu'il y a eu des études en Angleterre, des statistiques ethniques, contrairement à la France, où les ménages musulmans sont plus faibles que les, ont des revenus beaucoup plus faibles que les autres, non pas par discrimination, peut-être aussi par discrimination, mais tout simplement parce que ça ne travaille pas. Donc, au lieu d'avoir un salaire et demi ou un salaire 3/4 dans le ménage, il y a un seul salaire. Et ce qui implique des tas de conséquences en cascade. On se sent discriminé, on se sent pauvre, on a de bonnes écoles, etc. Donc, c'est quelque chose de tout simple, mais dont on oublie le rôle économique. Et j'ai mis, contrairement à l'Asie, vous voyez, en Asie où les femmes travaillent, alors pas toujours comme il faut, pas toujours à conséquences égales comme au Japon, mais quand même travaillent beaucoup plus que dans les pays musulmans arabes. Parce qu'en Iran ou en Indonésie, les femmes travaillent beaucoup plus que dans les pays arabes. La perte de pouvoir de la France occidentalisée. D'abord pour des raisons démographiques, c'est-à-dire que c'est maintenant un îlot dans une masse de banlieusards. Et même si rien n'est pas démocratique, le pouvoir militaire ou autre a tendance à s'appuyer sur l'ensemble des gens et pas seulement sur la France occidentalisée. Elle reste quand même bien placée, bien qu'elle ne se présente pas comme telle, parce que ce ne serait pas bien vu, au Maghreb, au Liban, et elles ont gardé des postes économiques, puisque l'économie est clanique, qu'on soit occidentalisé ou pas, l'économie reste clanique. Et voilà, donc vous avez ici un exemple d'un livre très récent de Gilles Kepel. Tournez-vous, s'il vous plaît. Tournez-vous voilà. De manière à laisser votre micro dans l'axe. Là ah, vous pouvez voilà. Faire de... Si vous mettez le dos... Vers le robot, oh là, c'est compliqué. Bon, alors je vais faire de mon mieux et essayer de dire avec ma tête derrière. Voilà. Bon, donc, Gilles Kepel, qui est un grand islamologue français connu internationalement, dit les Français et les Occidentaux ne comprennent pas, y compris le printemps arabe, c'est mai 68 ou le printemps de Prague. Alors c'est vrai pour la bouche occidentalisée, mais la bouche occidentalisée, elle n'est pas majoritaire, et c'était également une révolte des islamistes contre les militaires qui étaient moins islamistes qu'eux. Et d'ailleurs, j'ai le temps de vous raconter, non, je ne vais pas t'en raconter une anecdote, ça va des questions qui illustrent ça. Alors, je vais du moins, la frange marxiste des nationalistes arabes a disparu, c'est-à-dire que les gens en question ont été tués ou éliminés ou se sont convertis à l'islamisme, parce que maintenant, pour compter, il faut plus de marxistes. Donc c'était la grande mode chez l'intellectuel arabe il y a quelques dizaines d'années. Il ne faut pas non plus être nationaliste arabe. Nationaliste arabe, ça veut dire un seul peuple arabe, et non pas algérien, égyptien, etc. Un seul pays arabe, qui se parle aussi. Les nationalismes sont nationaux maintenant, sont locaux. Et voilà, une évolution qui a son bon côté aussi. On a vu, on a vu. On repart en arrière. Bon, alors, en attendant, je vais à ma conclusion, pour vous dire que je n'ai pas de conclusion. Parce que d'abord, ce n'est pas le rôle des observateurs que nous conclure, c'est le rôle des politiques, et encore s'ils peuvent, mais qu'on peut retenir plusieurs choses. On peut retenir, premièrement, qu'il existe une couche occidentalisée qui est en bon rapport, et même en rapport, j'allais dire, idéaliste avec l'Occident, parce qu'il voit le contraire des défauts des sociétés où elle est. Et que c'est à cultiver, même s'ils n'ont pas toujours le poids politique, ça, pas beaucoup, et le poids économique un peu plus, et
comme il y a un tropisme francophone, il faut surtout pas leur parler en anglais dans certaines zones d'affaires. Parce que, comme vous direz à Denis ou d'autres, quand deux Arabes sérieux se rencontrent, ils échangent des vers des fables de La Fontaine, à titre de reconnaissance réciproque. Vous soufflez leur parler anglais, vous dévalorisez le monde français, puisque vous étiez éduqués dans le sens où c'était un grand progrès, un bon actif, et vous faites maîtriser vos faiblesses. Bon, premier point. Deuxième point, il faut être... Alors, la doctrine française traditionnelle, c'était on reconnaît des États, pas des régimes. Ça aurait pu s'appliquer à Assad, quand même un cas extrême, mais enfin, on aurait peut-être pu appliquer à Assad. C'est-à-dire, je me fiche complètement de la nature de votre régime. De Gaulle traitait avec l'URSS comme État, ça n'empêche pas d'être anticommuniste. Donc, il faut traiter, il faut oublier, il ne faut pas rentrer dans les querelles idéologiques des pays arabes, il faut traiter avec les États. Bon, ça me paraît toujours valable, mais c'est très difficile à appliquer, parce que si c'est un dictateur sanguin, on va voir toute la couche francophone et libérale venir se plaindre à Paris, comment vous ne nous soutenez pas. Et c'est difficile à appliquer, mais je ne vois pas le moyen de faire autrement. Je vais quand même essayer de trouver la conclusion, la fin. Et voilà, il ne faut pas aller trop loin. Bon, je vous ai dit l'essentiel, et tout le reste, c'est pour les questions. Notamment, j'ai peu parlé des questions religieuses, j'en parlais un peu, mais pas tellement. Et je suis prêt à répondre aux questions religieuses, qui sont également un de mes chapeaux. Voilà, je suis désolé d'avoir parlé de ça.